Bonjour à tous. Merci à vous tous d'être là. Donc on le rappelle, on est ici à la Madeleine de Marseille. Donc on remercie Naya de nous accueillir. On vous rappelle aujourd'hui donc, que c'est le deuxième événement de l'association Unisson qui a pour vocation l'aide à la création artistique, que ce soit littérature, cinématographique, musicale. Et aujourd'hui, ça va être essentiellement littérature autour donc, de Maëlys Père et de l'ensemble de ses auteurs, pour vous présenter donc, cette belle maison qui a pour slogan, et ce n'est pas qu'un slogan, mettre du cœur à l'ouvrage. Donc tout d'abord, je souhaiterais que vous les applaudissiez tous. Et encore une fois, merci à la Madame de Marseille de nous accueillir. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de laisser la parole à Maëlys, qui va donc se présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent, parce que on a besoin de soutien pour exister et je suis particulièrement sensible à l'accueil qu'on reçoit aujourd'hui, à l'accueil de l'association Unisson aussi et à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, même si ce n'est pas pour très longtemps. Il n'y a aucun souci. Je remercie évidemment les auteurs qui m'entourent aujourd'hui, donc qui ne sont pas tous les auteurs rédactifs, mais ceux qui géographiquement avaient la possibilité de se joindre à moi aujourd'hui, dont certains qui sont moins visibles que d'autres et donc sur lesquels je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Voilà, donc moi je m'appelle Maëlys, donc je suis la fondatrice et la directrice de publication des éditions rédactives qui sont toutes jeunes puisqu'on existe, on fêtera nos 5 ans au mois de janvier. Voilà, donc ça reste compliqué de faire notre place aujourd'hui dans le monde de l'édition qui est un monde extrêmement concurrentiel et extrêmement difficile à pénétrer. Mais grâce à des gens comme vous, on a bon espoir d'y arriver peut-être plus vite que prévu. Voilà. Merci. Merci beaucoup à Maëlys. Vous pouvez l'applaudir encore. Je sais qu'elle adore ça, donc n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Je vous rappelle aussi que c'est actuellement filmé et que vous pourrez partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Donc, je vais te laisser nous présenter l'ensemble des auteurs qui sont là et en même temps, nous dire pourquoi tu les as choisis. Là. Alors oui, je vais vous parler évidemment des auteurs qui sont là, mais j'aimerais aussi pouvoir prendre quelques minutes pour vous parler de tous les autres. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de présenter mon catalogue parce que j'ai deux questions qui reviennent très souvent. La question de ma ligne éditoriale, donc pourquoi ces auteurs-là, ces textes-là et pas d'autres. Donc j'ai envie d'éclaircir ce point publiquement. Et la deuxième question qui revient souvent, c'est lequel je préfère. Donc, il est bien évident que je n'en préfère aucun, ou je les préfère tous. Et je tiens à le souligner et je tiens à expliquer pourquoi chacun des 30 ouvrages qui sont sur le catalogue aujourd'hui sont particulièrement chers à mon cœur et ont toutes leurs raisons d'être et doivent être lus. Voilà, c'était mon double objectif d'aujourd'hui. Alors je vais les prendre par ordre d'ancienneté parmi tous ceux qui sont là. Alors le premier c'est Jean-Pierre Squillari, donc, qui est ici, qui est un ancien pompier professionnel que j'ai rencontré au tout début de Rédactive. À ce moment-là, la maison d'édition était essentiellement tournée vers le témoignage. Je voulais, parce que j'étais écrivain public dans une ancienne vie, donc j'avais écrit moi-même, j'avais aidé à l'écriture de témoignages sur des épisodes de vie, alors malheureusement souvent douloureux. Bref, toujours est-il que je voulais donner la parole à ces gens-là et j'étais encore dans cette idée quand j'ai rencontré Jean-Pierre, donc qui a eu une carrière assez exceptionnelle, comme j'imagine la plupart des pompiers, et c'était très important pour moi de donner la parole à ce corps de métier, parce que alors, il se trouve que l'actualité nous dit encore plus précisément en ce moment, mais de tout temps, je pense que ce sont des gens exceptionnels dont on a besoin, qui sont vraiment dans le don d'eux-mêmes, et donc je voulais laisser une place à cette corporation sur le catalogue des éditions rédactives. Donc Jean-Pierre est un des premiers à m'avoir rejoint, avec un titre qui s'appelle La guerre des feux et qui retrace 15 des plus grandes interventions qu'il a eu à mener dans sa carrière dans les Bouches-du-Rhône, autour donc effectivement d'incendies. Je laisse la parole à Jean-Pierre, qui me dit quelques mots.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, en effet, ce bouquin retrace 14 interventions que j'ai effectuées. Pas que dans les Bouches-du-Rhône, mais bon, c'est Oui. pas grave. Il y a Corse aussi. Il y a la Corse et enfin, et ces histoires, chaque histoire a une particularité, c'est que dans l'histoire, il y a une histoire pratiquement. Il y a l'histoire de l'intervention, puis après il y a l'histoire humaine. Et j'ai voulu démontrer à travers ce livre un peu l'envers du décor qui s'approprier. On les voit passer dans les véhicules, le casque, pimpon, pimpon. Ils arrivent, ils interviennent, ils s'en vont. Mais pendant l'intervention, on se met dans une bulle, et puis on passe qu'à l'intervention. On pense à ce qu'on nous a appris, on pense aux réflexes que l'on doit avoir. Et ça se passe très souvent très bien. Et après, il y a, en fonction de l'intervention, on peut réfléchir. On est des pères de famille, on peut intervenir sur des enfants, on peut intervenir sur des parents, on peut intervenir sur sa propre famille. Et ça, c'est terrible. On n'est pas comme les chirurgiens. Le chirurgien, quand c'est la famille, on n'opère pas. Et nous, lorsqu'on arrive, c'est quelqu'un de la famille, mais il faut y aller. Et donc là, il y a l'histoire dans l'histoire. Et donc j'ai essayé de faire passer un message auprès des lecteurs que les pompiers, ce sont aussi des êtres humains comme tous les autres. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Juste une chose, si on pouvait au niveau du son, c'est bon? Alors, la télécommande, tu peux juste monter le son. C'est là? Merci à vous, c'est les aléas du direct. Je vais laisser donc la parole à Maïlis pour nous présenter donc, le futur auteur. Alors, de mémoire, il me semble que la seconde qui a rejoint l'équipe rédactive, c'est Séraphine Matin, qui est là. Alors, j'insisterai moins sur Séraphine, parce qu'elle est très connue, elle est très visible sur les réseaux sociaux. Avec Tali, elle est sur tous les salons, elle représente systématiquement toute la maison d'édition. Mais quand même. Alors, Séraphine, j'étais encore dans l'esprit de publier du témoignage au moment où j'ai rencontré Séraphine, qui avait écrit un magnifique témoignage qu'elle n'assumait pas en tant que tel à l'époque. Donc il est sorti comme étant un roman, mais en réalité c'est un témoignage. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme de 40 ans qui est en plein burn-out et qui est sur le point de vouloir passer par-dessus le balcon et qui se retient au dernier moment. Qui donc a été accompagnée par ses proches, qui a découvert alors tu expliqueras mieux que moi ce que c'est, mais un espèce d'art martial qui s'appelle le Systema, et le coach qui lui a enseigné cet art, et qui lui a proprement sauvé la vie. Ce qui m'a touchée dans ce roman, c'est que la dépression nerveuse, c'est un thème que j'ai côtoyé très souvent dans ma vie personnelle, sans jamais que l'entourage ne comprenne ce que c'est. C'est-à-dire, j'ai entendu 1000 fois, mais en gros, il suffit de se mettre un coup de pied au derrière et ça redémarre, et c'est pas vrai. Il y a une vraie incapacité, il y a une vraie impossibilité, et Séraphine arrive à vous faire à mon sens, je pense, arrive à faire comprendre aux gens qui ne sont pas touchés par cette maladie, pour moi c'est vraiment une maladie, ce que c'est, et à quel point on est paralysé dans ces moments-là. Et elle le fait avec un humour, il lui arrive des aventures rocambolesques dans cette reconstruction, et du coup, ça fait un témoignage qui n'est pas du tout larmoyant, qui, à mon sens, est plein d'espoir, et bien écrit en plus, et c'est ce qui a retenu mon attention. Donc voilà, maintenant je vais laisser Séraphine dire quelques mots, elle adore ça, puisqu'elle est reconstruite et que tout va bien aujourd'hui. Explique-nous ce que c'est que le Systema. Le Systema? Oui. Le Systema, donc oui, effectivement, donc burn-out, dépression, conscience de ne pas pouvoir m'en sortir seule. Donc il allait falloir, au-delà de la psychologie, j'ai été accompagnée bien sûr, j'avais un besoin de réagir rapidement. Le rapidement est passé par un coaching, et il se trouve que mon coach était formateur de Systema. Le Systema est un art martial russe qui passe par les émotions. Donc on va se servir de sa peine, de sa colère, de toutes les émotions qui nous traversent et surtout qui traversent l'adversaire, entre guillemets, pour le tourner contre lui.
Donc on va être obligé d'accepter nos propres émotions pour les reconnaître chez l'autre et s'en servir contre l'autre. C'est une gestion de développement personnel incroyable. Donc le fait de me reconnecter à mon corps et à mes émotions m'a permis de me reconnecter à mon enfance, à mes émotions passées, à des choses éventuellement refoulées. Et aidée par ma psychologue en parallèle, je me suis retrouvée, j'ai réveillé mon enfant intérieur et j'ai décidé qu'elle et moi, on allait vivre. On allait enfin s'assumer et pouvoir vivre ensemble. Et on s'en sort plutôt bien. Juste une précision, quand Séraphine dit retourner ses émotions contre l'autre, c'est contre la maladie. C'est pas se battre contre les autres, c'est se battre contre ses névroses et ses difficultés. Voilà. Merci. Surtout, n'hésitez pas si vous avez envie de poser des questions, que ce soit à Séraphine, à Jean-Pierre ou aux autres auteurs, n'hésitez pas, on vous entendra, il n'y a aucun problème. Merci. C'est un peu une autre guerre du feu. Ouais. Oui. Alors, ensuite, de mémoire, il y a Thalie Bagnères qui nous a rejoint. Alors, Thalie est arrivée dans un moment intermédiaire de mon travail éditorial, c'est-à-dire que sur la partie témoignage, au début, j'intervenais au niveau de la réécriture. Parce que j'accompagnais des gens qui avaient justement besoin d'une plume extérieure pour s'extraire de leur douleur et de leurs difficultés et pouvoir la coucher sur papier. C'était déjà plus le cas avec Séraphine qui a écrit son bouquin toute seule. Quand Ali est arrivée, alors là on n'était plus du tout dans le témoignage, on était dans la romance. Elle m'a présenté son livre. Quand je l'ai lu, je me suis dit il y a vraiment quelque chose. Parce que ce qui est important pour moi, c'est qu'un bouquin qui sort des éditions rédactives touche le lecteur, apporte quelque chose au lecteur. Quoi que ce soit, il faut que ce soit positif évidemment. Thalie, c'était du bien-être, c'était frais, c'était de la fraîcheur, mais c'était pas abouti. Néanmoins, alors déjà c'est quelqu'un qui n'a pas l'ego de se dire moi ce que j'ai fait c'est parfait, je veux que personne n'y retouche. Elle m'a dit Maëlys, si tu penses qu'il y a quelque chose à faire avec, moi je veux bien apprendre. Et du coup je l'ai accompagnée dans la, alors on va pas dire réécriture parce que ça n'a pas été jusque là, mais on a amélioré son premier texte ensemble. Elle m'a fait confiance, je lui ai fait confiance aussi parce que je ne savais pas trop où j'allais, ça sortait complètement de mes cadres jusque-là. Et puis finalement j'ai bien fait parce que Thalie c'est une de mes meilleures ventes aujourd'hui, parce qu'elle touche tout le monde. Alors c'est l'histoire, alors c'est une trilogie, le dernier tome va sortir là d'ici la fin de l'année. Le premier c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui sont pilotes automobiles. Donc ça, c'était aussi assez atypique pour moi, parce que c'est un roman féminin, mais ça se déroule dans un milieu qui, culturellement, est plutôt, dans l'esprit des gens, plutôt masculin. Et l'une des deux va être soumise à l'emprise psychologique de l'autre. Donc là, déjà, pour moi, il y avait un message extrêmement important, parce que je pense que c'est quelque chose de relativement fréquent. Je pense que les gens n'en parlent pas forcément, parce que je pense que c'est comme dans des cas de viol, il y a une forme de honte. Je pense qu'on ne l'identifie pas forcément au départ. Et elle nous met en scène cette thématique dans un milieu jeune, dans un milieu extrêmement frais, dans un milieu extrêmement dynamique. Et du coup, pour moi, c'est une façon de faire avaler la pilule. Et du coup, je pense que les lecteurs qui cherchent de la légèreté s'y retrouvent, les lecteurs qui cherchent un message plus profond s'y retrouvent. Et au final, c'est une véritable réussite. Je pense que c'est le livre qui a le public le plus large aujourd'hui sur mon catalogue. Depuis, Thalie a écrit le deuxième. Je n'ai quasiment pas retouché. Le troisième, encore moins. Donc, pour moi, c'est vraiment voilà, l'exemple de quelqu'un qui sait se remettre en question, qui avait un rêve, c'était d'être publié, qui a été au bout de son rêve, parce qu'elle le mérite. Et aujourd'hui, c'est une de mes fiertés parce que je pense qu'elle avait, pour le coup, elle avait besoin qu'on lui fasse confiance. Alors, il se trouve qu'elle m'a rencontrée très vite, peut-être que quelqu'un d'autre lui aurait fait confiance, certainement, en tout cas, je lui souhaite. Mais j'ai eu cette chance-là.
Voilà, donc maintenant je vais vous laisser discuter un petit peu avec Taï, qui est largement aussi fraîche que ses ouvrages. Merci, bonjour à tous. Bon, c'est dur de parler après tant d'émotions. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Désolée, on est obligés. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous. Ouais, donc c'est vrai que c'était un beau rêve que... C'est de bons témoignages. Merci. Merci. C'était un beau rêve, j'aurais pu dire utopique, et j'ai eu la chance, grâce à Maëlys, qu'il se réalise. Je ne sais pas si j'aurais eu envie de faire affaire avec une autre maison d'édition, en vrai. J'ai vraiment accroché avec le côté de l'éditrice. Et du coup, ouais, je ne sais plus quoi dire là, à ce côté. Dans mes livres, en fait, je suis quelqu'un de nature assez légère, assez joyeuse, et c'est vraiment ce que je voulais transmettre à travers mes romans. Des messages à la fois forts, mais à la fois très légers, que ce soit de la détente et qu'en même temps on apprenne à s'ouvrir aux autres. Parce que mon objectif dans la vie, c'est vraiment d'apprendre aux autres l'ouverture d'esprit si on peut, s'ils en ont envie. Et donc soit on voit ce livre comme un livre détente, cette trilogie, comme un livre détente, soit on la voit comme vraiment des messages qui peuvent nous amener toujours vers le mieux, vers le haut. Parce que j'aime partager le bonheur et le véhiculer. Donc c'est l'intention de cette trilogie. Je continue du coup. C'est une passion en particulier. C'est ma passion, c'est les vacances et voitures. Du coup. Donc vous me demandez si la course automobile, en fait, quand c'était mon premier ouvrage, je voulais parler de passion. Et je suis passionnée de voitures, donc D'ailleurs, pour l'anecdote, l'héroïne habite à Gémenos, parce que forcément, le rallye qui est à Paris ici, c'était tout trouvé. C'est la suite dans les 3 livres ou... Alors, chaque tome, ouais. une saison. Oui, en fait, il y a une intrigue, alors pas policière, mais une intrigue qui se noue. Il y a un meurtre dans le premier tome. Et du coup, dans les 2 suivants, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et voilà. Donc ça, c'est le fil conducteur entre les 3. Là, l'histoire de l'emprise, j'allais dire, disparaît dans le 2e tome, mais non, elle y est toujours de manière différente. Mais il y a ce meurtre qui fait le lien entre les 3. Pour autant, c'est pas du roman policier du tout. C'est vraiment le prétexte à tout un décor autour. Ensuite, c'est Joël Vialat, je pense, qui nous a rejoint. Alors Joël, c'est pas du polar, c'est pas du thriller, c'est ce que j'appelle du suspense. Alors ça, c'est un genre littéraire que j'affectionne tout particulièrement. C'est à titre personnel, en tant que lectrice, c'est ce que je lisais jusqu'à récemment le plus. Donc c'était un peu évident pour moi qu'il m'en fallait sur mon catalogue. Ce qui m'a énormément plu chez Joël, alors ce que j'appelle suspense, c'est qu'il n'y a pas de policier. Ce sont des personnages qui mènent l'enquête, qui se retrouvent confrontés à une situation, effectivement, qui pourrait être une situation policière, mais qui ne l'est pas. Et les romans de Joël, alors non seulement il y a énormément de suspense, non seulement ce suspense est très bien amené, donc ça fonctionne vraiment, mais en plus c'est des romans qui sont très documentés, mais pas documentés Wikipédia. C'est-à-dire que vous apprenez tout un tas de choses. Alors, le premier, en l'occurrence pour ne pas le citer, qui s'appelle Du sang sur le thé blanc, se déroule au Sri Lanka. Et là, vous apprenez tout un tas de choses sur notamment les plantations de thé blanc au Sri Lanka. Et vous les apprenez sans vous en rendre compte. Et ça, pour moi, c'est un des trésors de la littérature, c'est que le lecteur doit en ressortir grandi d'une manière ou d'une autre, mais sans s'en être rendu compte. Et dans le second, donc, qui s'appelle Le venin de la suspicion, là, elle a plutôt enquêté, l'intrigue se noue autour des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux, de la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux, ce qui est, à mon avis, un sujet très important aujourd'hui. Et toujours pareil, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous apprenez parce que vous êtes happé dans les intrigues des personnages de Joël, qui, évidemment, au-delà de ça, écrit très bien et sur laquelle je n'ai pas eu besoin d'intervenir du tout non plus. Elle est bien, hein, notre éditrice, quand même. C'est d'abord une belle personne. Et ça, voilà. Ça, on en est tous convaincus. Et ce qui se passe chez Rédactive, c'est qu'au fur et à mesure que la famille s'agrandit, parce que
c'est devenu une famille. D'abord, on est beaucoup là quand même. Puis ceux qui sont pas là, on pense à eux. Leurs bouquins sont là et à chaque fois qu'on se déplace, on amène les nôtres et les leurs. Donc ça, c'est très important parce que je suis pas persuadée qu'il y ait beaucoup de maisons d'édition dans lesquelles on trouve ça. Et je pense que le fait de le trouver, ça nous aide à parler mieux de nos ouvrages, mieux de la maison, puis peut-être aussi d'écrire autrement, d'écrire en sachant derrière que on n'a pas parlé quand il y a une correctrice, il y a aussi notamment quand il y a une éditrice, il y a souvent une correctrice. Donc chez nous, c'est Nathalie Braun-Maquet qui est vraiment une personne extrêmement importante pour nous. Parce que c'est quelqu'un qui va corriger, proposer des corrections plutôt. Dire là, attention, c'est peut-être un peu long, là, c'est peut-être un peu court, là, si, là, tout en respectant le rythme, en respectant l'auteur. Et je pense que c'est extrêmement important et on a aussi cette chance encore en plus. Voilà. Oui, du coup, je fais une parenthèse pour parler de Nathalie. Effectivement, Joël, je te remercie de l'avoir citée. Donc, Nathalie, c'est mon assistante éditoriale. Alors, elle est aussi responsable du comité de lecture. Donc, elle a droit de vie et de mort sur tous les livres qui passent, qui sont soumis à Rédactive. On est vraiment en phase toutes les deux. Elle sait très bien ce que j'attends. Donc, elle me fait un pré-tri. Je ne lis que ce qu'elle a sélectionné. Et effectivement, c'est elle qui fait toutes les corrections derrière. Elle touche au maquettage maintenant aussi. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement précieux. Rédactive n'existerait clairement pas sans elle non plus aujourd'hui. Donc, Nathalie, quand tu verras ça, merci. Oui, je parlerai après. Merci pour elle. Tout à l'heure, vous me ferez penser que je vous parle de la personne qui réalise les couvertures et qui est elle aussi indispensable, évidemment, parce qu'une maison d'édition, c'est tout un tas de collaborateurs. Ça part de l'auteur, mais après, il y a tout un tas de chaînons, évidemment, avant que vous retrouviez le livre sur la table ou en librairie, si tout va bien. Je continue mon tour d'horizon avec Aurélie Di-Pélisson, donc, qui est ici. Alors, Aurélie, ça a été, alors pour le coup, un coup de cœur, alors sur l'histoire, mais un coup de cœur sur la langue. Je voulais... Si la ligne éditoriale des éditions Rédactive est si éclectique, c'est que je pars du principe que quelqu'un qui n'aime pas lire est quelqu'un qui n'a pas rencontré le bon ouvrage. Et de ce fait, je veux qu'il y en ait pour tout le monde. Je veux que sur le catalogue Rédactive, forcément à un moment donné, quelqu'un tombe sur un livre qui va déclencher son envie de lire et qui va ensuite l'amener vers d'autres titres, etc. Pour ça, il me faut un échantillonnage de tous les styles. Aurélie, c'était ce que j'appelle la littérature. La littérature générale, mais la littérature. Donc une langue absolument impeccable, vraiment maîtrisée de manière incroyable. Une thématique qui m'intéressait énormément. Alors Aurélie, elle parle des coulisses du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir justement ce que le public ne voit pas. Et donc elle noue une histoire... alors je vais dire le mot sentimental parce qu'il s'agit de ça, même si j'aime pas ce terme-là parce qu'il est souvent galvaudé, ce qui n'est pas le cas. C'est une histoire de sentiment. Sentimental, ça veut pas dire à l'eau de rose. C'est une histoire de sentiment d'une personne. C'est l'histoire d'une personne qui finalement n'est pas à sa place et qui lutte parce que culturellement, historiquement, on lui a dit qu'elle devait être là. Et puis en fait, non, il y a un moment où ça nous rattrape et c'est pas possible, quoi. On ne peut pas forcer quelqu'un de rond à rentrer dans un carré. Et c'est ça que décrit Aurélie, donc encore une fois dans une langue magnifique, un roman vraiment sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Je tiens quand même à préciser que Jean-Paul Delfino nous a fait l'honneur de le préfacer, ce qui n'était pas rien ni pour elle ni pour moi. Voilà, et je vous laisse du coup découvrir Aurélie. Écoutez, merci Maëlys déjà pour avoir présenté mon roman bien mieux que je ne pourrais le faire, je pense. Et effectivement, alors oui, c'est l'histoire de Juliette, en hommage à Shakespeare qu'on retrouve dans le roman. C'est l'histoire de Juliette qui n'est pas à sa place dans la vie dans laquelle elle est, ou en tout cas pas tout à fait à sa place.
Elle est passionnée par son métier, mais pas par l'homme avec lequel elle vit. Et son métier va la rattraper. L'amour qu'elle a pour le théâtre de l'Archevêché, qui est le lieu clé du roman, va ouvrir des portes qu'elle pensait complètement fermées et lui permettre de faire le choix ou pas de passer de l'autre côté, de son vrai côté. Voilà. Merci. Alors ensuite, alors je dis ensuite chronologiquement, mais il y en a eu d'autres entre les 7 personnes qui m'entourent aujourd'hui. Mais la suivante, ça a été Valérie, donc, qui est ici, qui m'a proposé un texte qui s'appelle Les volets clos, que j'ai reçu pendant le confinement. Alors inutile de vous dire les maisons d'édition ont été inondées de manuscrits pendant le confinement. Parce que je pense que les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes et que beaucoup ont eu besoin de le sortir d'une manière ou d'une autre, et c'est souvent sorti sur papier. Et parmi tout ce que j'ai reçu, il y avait les volets clos. Et alors là, les volets clos, ça a été une espèce de gifle. Alors le style de Valérie est extrêmement particulier. Alors là aussi, on est dans ce que j'appelle la grande littérature. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien la langue française, qui joue avec les mots. Voilà, pour moi, elle a un niveau vraiment exceptionnel et je pense qu'elle pourrait être publiée bien au-dessus de chez Rédactif, mais bon, j'ai la chance de l'avoir et je ne vais pas m'en plaindre. Les volets clos, c'est une histoire de rien. Et pourtant, c'est une histoire qui dure 350 pages, dans laquelle on ne s'ennuie à aucun moment. Et ça, pour moi, c'est une prouesse littéraire. C'est un personnage qui tourne autour de lui-même, alors pendant le confinement, effectivement, mais pour moi, le confinement n'est qu'un prétexte. Parce que je pense qu'on est nombreux à certains moments de nos vies à tourner autour de nous-mêmes sans arriver à sortir de notre espèce d'inanité. Et c'est l'histoire de ce personnage, et alors elle va pouvoir vous décrire pendant 5 pages, j'exagère, mais un bon moment, comment ce personnage se bat avec son gant de toilette qu'il a perdu. Enfin, c'est des choses... Et je vous assure que vous ne pouvez pas le quitter. Chaque fois que vous lisez une page, vous avez besoin de tourner la suivante. Voilà, vraiment, c'est scotchant. Je n'ai pas d'autres mots. Et depuis, j'ai lu d'autres textes de Valérie. Voilà, pour moi, Valérie, c'est un écrivain vraiment avec un grand E. Et elle a la chance d'être parmi nous. Et donc, je lui laisse la parole. Je ne savais pas qu'il fallait parler, donc en général, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai plus à écrire qu'à dire. Donc je pense que Maëlys a dit tout ce que moi je n'aurais pas pu dire. Donc oui, Les volets clos, c'est l'histoire d'un homme qui est tout seul, qui vit seul, dans un endroit complètement isolé. Et c'est tout un questionnement sur, pas sur la solitude, mais sur le sens de ce qu'est un homme et de ce et tout un chacun dans une situation où il n'y a aucune sollicitation extérieure et où il n'y a aucune sollicitation sociale. Voilà, qu'est-ce qu'on devient quand on est seul, face à soi-même et sans rien qui nous stimule à l'extérieur. Donc bien sûr, le confinement, c'est un prétexte pour explorer cette pensée-là, mais on n'a pas besoin de confinement pour être seul. Voilà, et donc c'est tout le parcours de cet homme, c'est plein de dérision parce que c'est un quotidien. J'imagine qu'on a tous un gant de toilette à la maison, voire plusieurs. Mais bon, c'est peut-être une question de génération, mes enfants n'en ont pas, par exemple, donc c'est des choses qui changent. Voilà, que dire sur les volets clos? Il y a un chapitre qui dit beaucoup, je ne sais plus quel est son numéro, mais vous le repérerez facilement par son nombre de mots. Voilà. Et c'est peut-être tout ce qu'il y a à dire sur ce livre. Voilà, moi je peux pas dire que j'aime écrire, j'écris, c'est tout. Voilà, j'écris beaucoup, j'écris, je vais pas dire que j'écris depuis toujours parce que ça fait très présomptueux, mais en fait j'écris depuis toujours. Et je lis depuis toujours, et voilà. Et c'est un immense honneur pour moi d'être publié par Rédactive parce que c'est la première fois que je propose un texte à une maison d'édition. Je l'ai choisi
Alors voilà, moi qui ne suis absolument personne dans le milieu littéraire, j'ai choisi, je me suis payé le luxe de choisir une maison d'édition qui édite un livre de poche, parce que moi j'achète que du poche, et parce que je trouvais que la littérature, ça doit être pour tout le monde. Voilà. Donc j'ai choisi cette maison d'édition, elle m'a retenue, elle m'a fait des éloges dithyrambiques qui ont fait que finalement, les écrits qui étaient là, qui existaient, qui ont suivi, je les ai mis sur la place publique. Bon, ils sont pas... Il n'y a pas grand monde sur cette place-là, mais ils y sont, voilà. Et ça me permet, moi, de m'en débarrasser, parce que c'est comme ça que je fonctionne, pour pouvoir me libérer, en fait, de tous ces mots, de toutes ces pensées, pour pouvoir en donner d'autres, voilà, et en exprimer d'autres. Voilà. Alors, je pense que vous sentez à travers tout ce qui se dit que finalement, ce qui lie tout ça, c'est l'humain. C'est toutes les facettes de l'humain, c'est toutes les difficultés de l'humain. Ceci dit, alors pour le coup, je pense que c'est pas très original parce que, à mon sens, la plupart des maisons d'édition sont axées autour de ça, d'une manière ou d'une autre. Mais il se trouve que moi qui prétends ne pas avoir de ligne éditoriale pour des raisons d'éclectisme, quand je regarde les choses avec un peu de recul, ça me saute aux yeux. Là, aujourd'hui, ça me saute vraiment aux yeux. Ils ont tous, d'une manière ou d'une autre, une douleur à retourner en positif pour faire du bien. Et moi, c'est vraiment ça que je veux défendre. Pardon, je passe à Manu, qui est là. Alors... Manu, ça a été une nouvelle expérimentation pour moi. Comment dirais-je ? Ce qui m'a scotché dans le bouquin de Manu, c'est pas tant l'histoire. Alors, il y a l'histoire, hein, on va vous en parler, mais encore une fois, c'est le style. C'est complètement déjanté. Donc ça peut pas plaire à tout le monde, et en même temps. C'est extrêmement... Alors, c'est un personnage très haut en couleur, qui a un côté très rabelaisien d'aujourd'hui. Donc un personnage qui a toujours des idées absolument hallucinantes, qui suit ses intuitions, et chaque fois qu'il est sur le point d'arriver à réaliser son projet, alors c'est des projets, attention, c'est pas des petits projets, hein, il lui arrive un truc qui vient saper son projet et bim, il redescend. Mais c'est pas grave, il s'accroche, alors on voyage avec lui, c'est un personnage qui est aussi attachant qu'insupportable. Et Manu a un style et une verve, une gouaille qui sont, que j'avais rarement lu auparavant. Et je me suis dit, j'essaie, je lui donne sa chance parce que vraiment, du coup, c'est d'une fraîcheur alors qui n'a absolument rien à voir avec la fraîcheur de Tali. C'est pas du tout les mêmes univers, mais c'est rocambolesque, voilà, avec un grand R. Je souligne que, là encore, Jean-Paul Delfino nous a fait l'honneur d'une préface et qu'on a eu un bandeau d'Alexandre Jardin, quand même, qui a été aussi époustouflé par la plume de Manu. Voilà, donc pour nous, c'était quand même une reconnaissance assez importante. Et donc, Manu, je t'en remercie, parce que je ne l'aurais pas eu sans toi. Merci Alexandre Jardin de s'intéresser à des gens qui sortent de nulle part. Et quelque part, le fait d'être édité chez Rédactive, ça montre justement l'ouverture d'esprit de Maëlys. Donc je remercie. Donc il y a de la place chez elle pour les gens qui, d'une douleur, retournent quelque chose de positif et vous le font partager avec vous. Et il y a de la place pour les attachants qui parlent de fesses, qui parlent de nourriture, qui se font expulser du Brésil, qui montent des fermes en Ukraine, qui disent tout ce qui est impolitiquement correct sur la géopolitique, sur la bien-pensance. C'est un homme qui parle, donc il ne se retient pas quand il parle de la femme, des retours, voilà. C'est
aussi, ben voilà, il y a un petit thriller. Est-ce que quelqu'un qui a tout raté toute sa vie pendant 50 ans sur les 5 continents va réussir peut-être une fois quelque chose? Voilà. Et puis il y a son assesseur qui me ressemble un petit peu, qui le supporte. Voilà. 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 Et il faut tout lire pour savoir. Donc voilà, et alors du coup, parce que je ne savais pas que Patricia Hoël, qui est là, serait là aujourd'hui, mais comme c'est une auteure qui sortira sur notre catalogue au mois de décembre prochain, si tout va bien, eh ben j'en profite pour vous la présenter. Alors Patricia, c'est une dame qui est coach en développement personnel et qui m'a présenté il y a longtemps maintenant, parce que ça fait un moment que j'aurais dû sortir cet ouvrage, un essai qui s'appelait La mendiante, qui s'appellera désormais La passeuse. Ce qui m'a touchée dans cet essai, c'est que j'ai lu énormément d'essais de développement personnel et souvent je trouve que ce sont des ouvrages très théoriques. C'est-à-dire qu'on vous donne des tas de grands principes, mais comment réellement on les met en action, à quel type de douleur ça répond, pour moi c'est souvent resté un petit peu nébuleux. Et là, Patricia, elle s'appuie sur un témoignage. Toute la première partie de La passeuse, c'est le témoignage d'une personne qui a réellement été confrontée à tout un tas de difficultés et pas des petites. Et derrière, vous avez toute la partie réellement théorique développement personnel, mais qui renvoie à ce que vous avez lu dans la première partie. Et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus éclairant. Et j'ai trouvé cette démarche intellectuellement très intéressante. Sur le plan des émotions, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on ne peut pas rester insensible à ce type de parcours. Et puis ça venait faire le lien donc entre mon acquaintance avec les témoignages de départ et le développement personnel que je n'avais encore pas à mon catalogue parce que je n'avais pas trouvé le titre qui ferait tilt et que j'aurais envie de publier. Voilà, du coup, Patricia, je te passe un peu la parole. Merci Mélisse, et tu me fais... Je m'y attendais vraiment pas. Merci. Je suis émue. En tout cas, j'ai juste envie de dire par ce livre, comme tu as dit, c'était une utopie au départ. Mais pour moi, l'utopie, ça peut devenir des rêves. Et mon rêve, c'était vraiment de transmettre l'espoir que tout est possible. Et j'aime l'horizon, et derrière l'horizon, il y a tout plein de possibles. Et ce livre, c'était ça. Voilà, donner espoir, et on peut vivre toutes les difficultés qu'il peut y avoir sur Terre, mais il y a toujours une petite étoile qui s'appelle Harmonie, qui est là. Et un de mes moteurs, c'est vraiment de participer et de contribuer à l'épanouissement des individus, aussi bien individuellement que collectivement. Et avec ce livre, je participe à ça. Donc voilà. Merci Mélisse. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour un des auteurs qui est là aujourd'hui? Ah bah écoutez, tous les livres seront là-bas. Alors, sauf si c'est moi qui ai mal entendu, mais je crois qu'on n'a pas entendu le titre du livre de monsieur. Absolument. Alors, Manu, c'est un tonton. Tonton avait une ferme en Ukraine. Je ne vous les ai pas montrés, donc je vous les montre visuellement. Ça, c'est celui de Manu. Tiens. Donc, Manu Gros, tonton avait une ferme en Ukraine. Celui-ci, c'est les volets clos. Les volets clos de Valérie Marois. Les jeux de lumière d'Aurélie. Jeux de lumière de Aurélie Di-Pélisson. Les deux suspens de Joël Galat. Donc Joël Galat, le venin de la suspicion, le petit dernier. Ensuite, nous avons donc Jean-Pierre Scalari et la guerre des feux. Voilà. Séraphine Matin pour son livre Selkie. Et enfin, Talibanière pour sa trilogie Dans son ombre. Le tome 1 est en rupture, mais il va être réimprimé très
très prochainement, donc voilà le tome 2. Voilà, donc encore une fois, merci. Je salue aussi les... Allez, montrez tous vos livres à la caméra là-bas. Merci en tout cas d'être là. Je remercie aussi la présence d'autres auteurs qui ne sont pas chez Redactive, mais qui nous font le plaisir d'être là. Donc je vous propose d'applaudir donc Lorenza, qui est là aussi. Alice Masson aussi, qui est auteur, qui est là. Emmanuel Statopoulos et Dominique Guénin. Voilà, merci en tout cas pour votre accueil. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, ou tu voulais parler d'Alexandra Père tout à l'heure. Oui, donc je voulais également faire une parenthèse, mais une parenthèse très ouverte et très opportune sur Alexandra Père, donc, qui est l'infographiste de la maison d'édition. Donc c'est elle qui réalise toutes les couvertures et tous les visuels de la maison d'édition. Donc bien évidemment que sans elle, pas d'identité visuelle, pas de reconnaissance, pas de visibilité. Donc Alexandra, quand tu verras ce film, sache que nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Allez. On va aussi, si tu peux, parler donc des autres auteurs, parce que Redactive, on vous l'a dit, hein, c'est une grande maison d'édition. Est-ce que tu peux nous présenter donc à ce moment-là les futurs auteurs? Alors, je ne vais pas vous présenter les futurs, je vais vous présenter ceux qui existent. Alors, très rapidement, parce que je ne veux pas vous saouler de paroles pendant des heures, mais c'est super important pour moi qu'ils existent au même titre que les autres aujourd'hui, parce que s'ils ne sont pas là, c'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Alors, je les prends dans le désordre comme ils arrivent. Alors, celui-ci, donc c'est un ouvrage de Lola Cagno, c'est un des derniers parus qui s'appelle Vous qui passez sans nous voir. C'est un roman qui se passe dans un... Alors, il se passe, non. Le prétexte est un bus, c'est-à-dire qu'il y a des passagers dans un bus et Lola a imaginé la vie de ces différentes personnes. Et donc, vous avez c'est construit un peu comme des nouvelles, sauf qu'il y a un vrai fil conducteur parce qu'on les retrouve au fur et à mesure d'une année, ça se déroule sur une année. Et donc, vous avez des flashs sur la vie de ces personnages que vous pouvez tous, enfin, qu'on peut tous croiser dans un bus. Je pense qu'on s'est tous livrés à cet exercice. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est que effectivement, on n'est pas juste des figurants dans la vie les uns des autres. On va se croiser 3 minutes sans... Bon, on va échanger 2 mots et puis après, chacun retourne dans sa boîte. Mais en fait, on a tous une vraie existence avec des vraies difficultés ou des vrais bonheurs. Et j'ai trouvé que c'était une façon vraiment intelligente de dire mais il faut qu'on se regarde, quoi. Il faut voilà, qu'on se regarde en profondeur, pas de manière aussi superficielle qu'on le fait tous, et moi y compris, parce qu'on ne peut pas. Mais voilà, le message qui m'a touchée dans ce roman. Alors ensuite, le chromosome Philadelphie de Claude Carré. Alors Claude Carré, c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi au tout début de Redactive. Je ne l'ai publié que récemment, mais mon attention a été attirée par ce texte parce que c'est un témoignage. Claude, son épouse a été atteinte d'une leucémie assez foudroyante et assez grave, il y a une 15aine d'années maintenant. Et miraculeusement, elle s'en est sortie parce qu'elle a pu bénéficier d'une greffe de moelle osseuse. Donc il a écrit ce texte en hommage à sa femme qui va très bien aujourd'hui, et pour encourager au don de moelle osseuse. Voilà, c'est un témoignage que j'ai trouvé magnifique parce qu'il est dur, évidemment, hein, il parle de toute une période où il est passé à 2 doigts de la mort, mais en même temps, il l'exprime de manière... c'est pareil, moi je ne sais pas comment vous faites, mais il traite de sujets qui sont dramatiques, mais sans que ce soit larmoyant. C'est-à-dire vous n'avez pas, voilà, que ce soit Patricia, que ce soit Séraphine, que ce soit Jean-Pierre ou que ce soit Claude, mais vous n'avez pas envie de vous apitoyer. Voilà, il n'y a pas d'apitoiement. Et du coup, les quelques personnes que je connais qui l'ont lu en ayant vécu la même situation ont vraiment ressenti ça. Et du coup, voilà, c'est toujours un message d'espoir. Ensuite, alors, celui-ci, Jusqu'où va l'amour, de Jacques-Laurent Ammar. Alors, celui-ci, il a une histoire particulière. Jacques-Laurent Ammar, c'est un auteur qui commence à être pas mal connu, qui écrit surtout des... comment ça s'appelle? Des thrillers. Oui.
Enfin, des choses assez noires, hein, pour le coup, il y a des meurtres assez sanguinolents, enfin voilà, on est vraiment dans le trash. Ceci dit, c'est très bien fait, hein, parce qu'il écrit extrêmement bien. Et celui-ci, rien à voir, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit seul avec sa maman. Ce petit garçon, il a 12 ans, ou 11 ans, je ne sais plus, peu importe, 12 ans. Il se rend compte un jour qu'il a un don, avec la force de sa pensée, il arrive à exaucer les vœux des gens. Et du coup, il se met en tête, évidemment, d'exaucer les vœux de sa maman, parce qu'il a une relation extrêmement fusionnelle avec sa maman. Le problème de ce bouquin, c'est que je ne peux pas en raconter plus sans le spoiler. L'idée, c'est que c'est une apologie de l'amour, de jusqu'où va l'amour d'une mère pour ses enfants. Donc évidemment que moi, en tant que maman, ça m'a énormément touchée. Mais en plus, c'est un homme qui l'a écrit. Et c'est un homme qui est gardien de prison dans la vie, parce que Jacques-Laurent Amar est surveillant de prison, et qui n'écrit que du thriller noir. Donc pour moi, c'était vraiment une prouesse. Et ce bouquin est d'une finesse et d'une délicatesse, enfin, c'est incroyable. Donc c'est Jusqu'où va l'amour. C'est pas une histoire à l'eau de rose, c'est pas une histoire gnangnan, c'est l'amour filial, l'amour qui unit une mère à son enfant, et c'est fabuleux. Donc ça, c'est Jusqu'où va l'amour. C'est le premier qui m'a fait pleurer. Oui. Oui, celui-ci l'a fait pleurer beaucoup. Alors, celui-ci, Manet. Alors, Manet, vous allez comprendre pourquoi ce bouquin m'a emportée. Alors, rédactive, c'est l'idée de dire que tout le monde peut lire. Qu'à un moment ou à un autre, il y a forcément un livre qui va vous toucher et qu'il n'y a personne qui n'est pas suffisamment éduqué. Il n'y a personne qui n'a pas été suffisamment à l'école pour avoir le droit de lire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'interdisent de lire parce qu'ils imaginent qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel pour. Ça, pour moi, c'est pas possible. Ça ne peut pas exister. Tout le monde a le droit de lire. Et tout le monde a le droit d'écrire. Alors, tout le monde a le droit d'écrire, ça ne veut pas dire que tout le monde sera publié, pour différentes raisons que je n'exposerai pas ici. Mais par contre, tout le monde est légitime à dire « moi, j'ai quelque chose à dire et je vais l'écrire ». Et ce roman, qui a été écrit donc par deux personnes, Laurie Wilbeck et Ibrahima Kandé. Ibrahima Kandé est un chorégraphe sénégalais qui est illettré. Et cet homme a écrit un roman. Et ça, pour moi, c'est le Graal. Ça veut vraiment dire tout le monde peut. Alors, comment il a fait? Il a enregistré... Alors, c'est un roman donc à 4 mains. Il y a un chapitre écrit par Laurie, un chapitre écrit par Kandé, et le dernier écrit par les deux. Il a enregistré sa partie en Wolof. Ensuite, il a raconté à Laurie, il lui a traduit dans son français à lui ce qu'il avait voulu dire en Wolof, et elle l'a retranscrit en français, en essayant de coller évidemment au maximum au ressenti de Kandé et à son style, parce que c'est un personnage très particulier, comme on l'est tous. Et alors, il y a ça, évidemment, qui m'a énormément séduite. Et puis, alors, Laurie écrit extrêmement bien. Elle a une plume très poétique. C'est quelqu'un qui fait des spectacles de poésie chantée, de poésie musicale et de poésie dansée. J'ai eu l'occasion de la voir sur scène à plusieurs reprises. Et vraiment, ce qu'elle fait, c'est absolument magnifique. Donc, je me suis dit, si elle écrit et qu'elle prête la parole à Kandé, ça peut faire que quelque chose de formidable. Donc, c'est l'histoire d'un personnage, d'un enfant sénégalais, d'un enfant talibé. Donc, vous imaginez bien l'enfance qu'il a pu avoir, qui finit par sortir de sa condition par la danse. Et elle, c'est l'histoire d'une jeune Marseillaise qui, elle, était prise de mots depuis toujours, mais qui ne sait pas s'exprimer sur le plan physique. Évidemment, ils vont finir par se rencontrer, va naître de tout ça une très belle relation et un spectacle de poésie dansée, donc, où elle va donner ses mots au chorégraphe et le chorégraphe va lui donner son corps pour exprimer ce qu'elle veut dire de manière physique. Voilà, donc c'est magnifique et vraiment c'est le livre qui dit vous pouvez écrire même si vous ne savez pas, parce qu'on peut vous aider, parce que si vous avez quelque chose d'important à dire, si vous avez quelque chose à partager, c'est possible. Voilà, donc ça c'est Manet. Ensuite, nous avons Baye Simon. Alors Baye Simon, ce roman, c'est aussi la langue, moi, qui m'a plu, le style de l'auteur et la technicité. C'est-à-dire que là, vous avez le roman gravite autour de 3 personnages, dont 2 personnages masculins, et l'un des deux vit sa vie par procuration à travers le livre que le second a écrit. Donc ça, techniquement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, cette mise en abîme de l'écriture, et le fait de vivre sa vie par procuration, puisque je pense que c'est un des
un des atouts de la littérature, c'est-à-dire que même quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas sortir de chez lui, on peut vivre 1000 vies, on peut découvrir 1000 endroits, on peut se documenter, pour moi, avec un livre, on peut tout faire. Et là, c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans ce titre-là. C'est-à-dire que ce personnage qui a une vie étriquée, qui n'arrive pas à s'envoler, va finalement le faire via l'ouvrage du second. Voilà, donc ça, c'est by Simon. J'avais le tome 1, pardon, de Thalie. Excusez-moi. Celui-ci, l'Africain. Alors, l'Africain, Dragan Jovanovic, donc, qui est l'auteur, c'est un monsieur qui est très âgé, que j'ai rencontré il y a quelques années, qui avait écrit un premier roman qui est publié chez Redactive, mais en grand format, donc avant qu'on soit en format poche, un bouquin qui s'appelait No Man's Land. C'est un monsieur qui a été mêlé, bien malgré lui, à un complot, il est serbe, contre Tito dans les années 50, et qui a donc dû fuir son pays, parce que c'était une question de vie ou de mort. Donc il a fui clandestinement, il est arrivé en Autriche, puis en Allemagne, il a été emprisonné parce qu'évidemment à la frontière il s'est fait choper. Donc il a eu une vie absolument incroyable, mais alors quelqu'un qui a un ressort et une force de vie incroyable, donc qui est toujours sorti vainqueur de toutes ces aventures. Et donc dans celui-ci, c'est 20 ans plus tard, il a fait un périple, parce que c'est un aventurier, hein. Il est devenu photographe en France, il a fait une grande carrière de photographe, et donc il est parti faire un voyage depuis Marseille jusqu'au Burkina Faso. Et donc c'est son carnet de voyage, et ce que j'ai aimé, c'est qu'il il pose un regard sur le monde que je trouve assez extraordinaire, de lucidité, de non-jugement. Il avance, alors ça ne veut pas dire qu'il prend pour argent comptant tout ce qui se passe et qu'il admet tout ce qui se passe, mais il fait avec. Et je trouve que c'est une belle philosophie de vie. Donc voilà, Dragan, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris parce qu'il a eu un parcours difficile et malgré tout, il arrive à voir ce que l'humanité a de bon. Et je trouve qu'on a besoin de gens comme ça parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que l'humanité est fondamentalement bonne, mais il y a des moments, il faut s'accrocher pour le voir. Et je pense qu'en ce moment, c'est particulièrement compliqué. Ensuite, Le voisin d'en face, Sébastien Théveny. Alors Sébastien, c'est un auteur aussi comme Jacques Laurent qui commence à monter pas mal. Il faut savoir que Jacques Laurent et Sébastien Théveny ont accepté de mettre des ouvrages sur le catalogue de Redactive pour que Redactive bénéficie de leur notoriété. Donc là, comme je sais qu'ils verront le film, je tiens à les en remercier. Parce que ça fonctionne et que je trouve que c'est un beau geste. Sébastien notamment ne reçoit pas de droit d'auteur, ne veut pas recevoir de droit d'auteur. Donc voilà, j'y suis très sensible. Le voisin d'en face, c'est une jeune femme libraire qui vit dans un appartement avec un Velux, qui regarde par son Velux et qui tombe plus ou moins amoureuse de son voisin via son Velux. Donc elle commence à l'observer de plus en plus et elle se rend compte qu'à chaque fois qu'il n'est pas dans son appartement, il y a des crimes qui se déroulent. Donc elle commence évidemment à se demander s'il n'a pas une responsabilité là-dedans. Je n'irai pas plus loin parce que sinon c'est pareil, je vous vends la fin. C'est extrêmement bien fait. Je pense que c'est un des bouquins de début de carrière de Sébastien. Je pense qu'il était séduit par les romans de Joël Dickers. Pour ceux qui les connaissent, c'est l'affaire Harry Quebert, la disparition de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Stéphanie Meller, voilà. Ce sont les premiers romans dont j'ai eu connaissance qui jouent énormément sur les flashbacks. Entre les époques, entre les lieux, c'est ce que fait Sébastien dans celui-ci et il le fait vraiment très bien. Je suis du coup sa carrière depuis une dizaine d'années et il évolue. Enfin, je trouve que vraiment c'est un auteur qui va compter de plus en plus parce qu'il c'est de plus en plus abouti. Ses romans sont de plus en plus aboutis et celui-ci est vraiment très très bien. Et le dernier qui est sorti très récemment qui s'appelle Le voile de l'infini. Alors celui-ci est plus confidentiel. C'est un roman dont le style tire vraiment sur la poésie. L'auteure est une traductrice de chinois, donc elle traduit des œuvres chinoises en français. Elle est très imprégnée de cette culture, ça se ressent dans ces deux textes. C'est un peu déjanté, alors pas à la manière de Manu, mais c'est
C'est l'histoire d'un père. Alors, la première partie, le voile de l'infini, est plus structurée. La deuxième l'est beaucoup moins parce que vous êtes dans les méandres d'une personne qui va finir par se suicider, donc qui est un peu perdue, et ça se sent dans l'écriture. Donc, évidemment, moi, c'est quelque chose qui m'a séduite, parce que j'ai trouvé ça très original et que je suis assez sensible à la manière dont les auteurs, oui, quasiment tous, arrivent à faire coïncider le fond et la forme. Et là, vraiment, on y est. C'est-à-dire qu'on est dans cet esprit, qui est aux prises avec des névroses, et ça se ressent parfaitement dans son écriture. Mais c'est plus confidentiel. Voilà, cette fois, vous avez un échantillonnage à peu près complet de l'état du catalogue rédactif à ce jour. Merci beaucoup, Maïlis. On le rappelle, directrice de publication chez Rédactive. Donc, on applaudit encore Maïlis. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je veux juste dire que Maïlis, quand elle parle, c'est vraiment une personne passionnée, et je crois qu'elle transmet vraiment sa passion à tout le monde, et c'est pour ça aussi que les auteurs l'adorent. Et nous aussi, on l'aime. Merci, Dominique. Une autre question ou une remarque sur ce qui a été dit, sur un des livres qui vous avait pas été présenté? Non? Est-ce que les auteurs ici présents veulent rajouter quelque chose? Non? Maïlis? Non, je te remercie, ainsi que Dominique, Alice, les personnes qui nous reçoivent parce que vous m'avez laissé un espace de parole, et que c'est pas tous les jours que j'ai la possibilité de m'exprimer pour défendre par la parole mes livres. Donc c'était très important pour moi de pouvoir le faire devant un public, et un public qui a envie d'entendre ce genre de choses. C'est des moments magiques et qui compensent tous ceux qui sont plus difficiles. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui sont là, chacune pour ce qu'elle m'a apporté aujourd'hui, et mes auteurs, bien évidemment, parce que on se marre pas tous les jours non plus. Parce que c'est pas facile à mener, mais c'est plus facile avec des gens comme ça, malgré tout. Alors, oui, on est en dédicace dans la région, mais je sais plus où. Alors, c'est Thalie qui s'occupe de gérer tous les salons, toutes les dates, donc je te laisse la parole parce que je sais plus. Je suis perdue. Franchement, j'en ai peut-être oublié quelques-unes. La semaine prochaine, on est au marché de Noël de Gréasque, surtout le week-end. La semaine d'après, ça sera le 3 décembre, si je ne me trompe pas. Ah ouais, je ne sais plus. Le 26 novembre, normalement, on est off. Après, le prochain sera le 3 décembre à la Phare les Oliviers. Le 4 décembre, c'est pas... Voilà, si j'ai plus la calendrier. Après, on a Rousset le... Ah, merci. Ah oui, c'est ça. Donc, le 4 décembre, on a Peigné. On est le 16 décembre à Bandol. Le 17 décembre à Rousset, je te la rajouterai. Le 18 décembre à Cas d'Olive. Et le 30 novembre et 1er décembre, encore à Rousset. Voilà, pour les prochaines dates de 2022. Vous pouvez suivre la sortie de tous nos romans, la sortie du dernier roman de Dali, sur les réseaux, avec des petits teasings qui sont faits et qui expliquent à chaque fois l'histoire. Voilà. Oui, du coup, les teasings sont quand même réalisés par Joël. Donc, non, mais si, c'est important de le dire. Je suis désolée parce qu'il y a sûrement plein de choses que j'ai oublié de dire. Mais oui, on fait donc depuis un certain temps maintenant, chaque fois qu'il y a une parution, une espèce de petite bande-annonce, un peu comme il y a pour les films, qui sont réalisés par Joël et qui tournent sur les réseaux sociaux. Voilà, merci Joël. Manu. Alors moi, je voulais juste vous parler d'un chiffre, pour vous situer un peu ce que c'est la vie de Maïlis, s'embarquer dans l'édition. Est-ce que vous savez, toutes disciplines confondues, combien de nouveaux titres paraissent en France tous les ans? 80 000. 80 000. C'est le chiffre que m'a communiqué
numéro 2 de la plus grosse librairie aixoise qui est Goulard. Voilà. Donc, un libraire a 80 000 titres à prendre en considération. Et là-dedans, bon, Goulard c'est grand, mais je veux dire, on n'a pas les kilomètres de mètres linéaires, les kilomètres linéaires des archives, quoi, voilà. Donc, quelqu'un qui, comme Maëlys, se lance dans l'édition, il se lance dans cette jungle-là, et moi je dis chapeau. Merci à tous. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, ce que je vous propose, c'est d'aller échanger avec les auteurs là-bas. Il ne faut pas hésiter à se prendre un petit café pour prendre le temps d'échanger. Et je tiens aussi à remercier donc, la Madeleine de Marcel qui nous a accueillis aujourd'hui. Et pour information, l'événement a été organisé par l'association Unisson, dont vous pouvez applaudir la secrétaire Dominique Guénin qui est là, et la trésorière Alice Masson, et le président moi-même. Merci à vous. Et voilà, Unisson, vraiment une association que je vous invite à découvrir, qui met du cœur à l'ouvrage également, mais qui aide à la création artistique, que ce soit pour les auteurs, les musiciens, les acteurs. Et vous aurez donc un prochain événement prévu le 10 décembre pour la présentation du nouveau roman de Dominique Guénin, ici au même endroit. Ce sera pour un brunch littéraire. Voilà. Et le 7 janvier, autour de la Galette des Rois, donc ce sera un goûter littéraire où vous aurez 5 ou 6 auteurs à confirmer. Tous styles confondus viendront encore une fois vous présenter donc leur roman, exactement, ici au même endroit. Donc si ça vous intéresse, Unisson a une page Facebook, a une page Instagram, a également une page YouTube où la rediffusion sera disponible. Et a également une adresse mail si vous souhaitez des informations, avec un site internet, avec une newsletter, voilà, qui est gérée encore une fois par Dominique. L'adresse mail c'est unisson13@gmail.com. Voilà, mais maintenant si vous voulez, on peut échanger en off si vous voulez avoir le programme complet. Merci à tous, merci encore une fois Rédactive. Merci à vous. Merci encore une fois à la Madeleine de Marcel. Merci à vous tous d'avoir été là présents. Et je vous invite donc à aller échanger avec les auteurs tout de suite là-bas derrière. Merci. Et puisqu'elle est là, je veux juste voir si Naya veut nous dire un petit mot. Alors je vous prie d'applaudir aussi Naya. Donc c'est elle qui nous reçoit aujourd'hui. Donc qui est maîtresse des lieux, vous voyez, qui décore ça du mal de mettre. Avec Roman, bien évidemment. Je comptais le dire aussi tout de suite après. Donc Naya et Roman, vous pouvez aussi applaudir Roman. Qui est là-bas derrière. Donc je lui laisse la parole. Alors, en 2 mots, parce qu'on m'a demandé d'abord, je suis très très contente de vous accueillir. Nous sommes très contents de vous accueillir. J'ai fait un petit... C'est pas mon fort, hein, les discours, donc j'espère que... Je vois Valérie qui me regarde en riant. Donc on se présente, Roman et Naya, donc on a un parcours complètement différent. On arrive là un peu par hasard. On a repris le café littéraire donc il y a quelques mois seulement, avec le plus grand plaisir. Et on aimerait bien faire vivre cet endroit donc pour nourrir le corps et l'esprit, puisque c'est un peu le but du jeu. Hein. Donc comme on connaît bien la phrase, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc c'est une phrase qui résonne particulièrement bien pour nous parce qu'on se demande ce qu'on fait ensemble ici avec le parcours qu'on a, mais bon voilà, c'est comme ça et c'est bien, et qui nous semble aussi parfaite pour notre partenariat avec Unisson qu'on a rencontré depuis qu'on est là et avec qui on est ravis de pouvoir avancer ensemble. C'est donc avec grand plaisir qu'on vous accueille dans ce lieu hein, qui est vraiment fait pour ça et qu'on espère faire vivre au mieux. Donc, dans ces instants, on va oublier les tartes, on va oublier les salades, on en a un peu ras-le-bol. Et puis, je retourne la phrase, on va se plonger avec vous dans les livres. Et ça, c'est super. Voilà, on vous remercie encore d'être là. Merci beaucoup. Donc, Naya et Roman qui nous accueillent aujourd'hui. Merci à tous. Voilà, donc elle va nous accueillir, Roman. Et je tiens aussi à préciser que le 20 mai, vous aurez le grand événement, on va dire, annuel donc, de l'association Unisson, qui sera donc le 12e salon ici, dans la cour des Granges, où tous les auteurs ici seront représentés. Vous aurez encore d'autres auteurs régionaux et nationaux, mais pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus. Encore une fois, n'hésitez pas à visiter notre site internet pour avoir toutes ces informations.
Merci à tous. On va attendre si Roman veut dire quelque chose, mais je... Faire une danse. Ah. Voilà, donc je vous prie d'applaudir Roman qui est là. Merci à vous. Donc qui est maîtresse des lieux aussi. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vous invite à donc aller échanger avec les auteurs de l'autre côté là-bas. Et encore merci à tous d'avoir été présents. Merci. Merci Mélissa.